Le 7 août 1972, une adolescente de 16 ans disparaît dans le New Jersey. Elle s'appelle Janet De Palma. 6 semaines plus tard, son corps est retrouvé au fond d'une carrière abandonnée, un lieu déjà connu localement pour des rassemblements nocturnes et des pratiques marginales. L'état du corps ne permet pas de déterminer la cause exacte de la mort. Pourtant, l'affaire est classée rapidement comme un accident. Il n'y aura pas de reconstitution complète, pas d'enquête approfondie sur le lieu, pas d'exploration sérieuse des hypothèses alternatives. Depuis, ce site est évité, et l'histoire de Janet De Palma n'a jamais réellement été refermée. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende urbaine, c'est l'analyse d'un crime, une enquête bâclée, et des raisons très concrètes pour lesquelles certaines pistes n'ont jamais été ouvertes. Avant d'être un corps retrouvé dans une carrière, Janet De Palma est une adolescente de 16 ans, née et élevée dans le New Jersey, à Springfield Township, une ville de taille moyenne, sans réputation particulière, sans criminalité marquée, typique de l'Amérique suburbaine des débuts des années 1970. Janet n'est pas une adolescente en rupture. Les témoignages de ses proches, de ses camarades et de sa famille décrivent une jeune fille calme, réservée, plutôt discrète. Elle n'est pas connue pour fuguer, ni pour fréquenter des milieux marginaux. Elle n'a pas de comportement à risque identifié, pas de conflits familiaux majeurs, pas de rupture sentimentale connue, rien qui annonce une disparition volontaire. C'est un point fondamental, parce que dans les affaires criminelles, le profil de la victime oriente souvent l'enquête. Or ici, le profil de Janet ne colle pas avec les conclusions officielles qui seront tirées plus tard. Nous sommes en 1972. Il faut replacer son quotidien dans son époque. Les adolescents circulent librement. L'autostop est une pratique courante, banale et socialement acceptée. Ce n'est pas perçu comme un comportement dangereux, encore moins comme un signe de détresse. Des milliers de jeunes l'utilisent chaque jour pour se rendre chez des amis, à un rendez-vous, ou simplement pour rentrer chez eux. Quand Janet quitte son domicile le 7 août 1972, elle ne fait rien d'exceptionnel. Elle prévoit de rejoindre un ami. Elle ne prend pas d'affaires personnelles suggérant un départ définitif. Elle ne laisse pas de messages inquiétants. Elle agit comme une adolescente normale dans un monde qui n'a pas encore intégré l'idée que le danger peut surgir de n'importe où. C'est précisément ce qui rend sa disparition si dérangeante. Quand les heures passent sans nouvelles, l'inquiétude s'installe, mais lentement. On ne panique pas immédiatement. Parce qu'on ne panique pas à cette époque pour une adolescente qui a simplement pris du retard. Ce décalage temporel joue un rôle crucial. Chaque heure non perçue comme urgente est une heure perdue pour une éventuelle enquête. Rapidement pourtant, l'absence devient trop longue. Janet ne rentre pas. Elle ne donne aucun signe. La disparition est signalée, mais là encore le contexte joue contre elle. Pas de téléphone portable, pas de géolocalisation, pas de caméra, les témoignages sont flous. L'autostop rend le dernier trajet presque impossible à retracer. Et surtout, il n'y a pas de point de rupture clair. Pas de dernier appel paniqué, pas de témoin affirmant avoir vu une altercation, juste une jeune fille qui cesse d'exister dans le paysage quotidien. Pendant les semaines qui suivent, Janet devient une absence, une attente suspendue. Sa famille vit dans une incertitude totale. Elle n'est ni vivante ni morte. Elle est portée disparue, ce qui est souvent pire. L'esprit oscille entre l'espoir et la peur. Chaque jour sans réponse est une blessure supplémentaire. Il faut insister sur un point souvent oublié. Janet n'était pas invisible socialement. Elle avait un cercle, des habitudes, une routine. Ce n'est pas une adolescente isolée au point que sa disparition aurait pu passer inaperçue. Et pourtant, malgré cela, sa disparition ne déclenche pas de mobilisation massive, pas de battue spectaculaire, pas de couverture médiatique importante. Cela aussi est révélateur.
Dans les années 70, certaines disparitions sont traitées comme des drames nationaux. D'autres restent locales, presque silencieuses. Janet fait partie de la seconde catégorie. Non pas parce qu'elle compte moins, mais parce que son histoire ne correspond pas au récit dominant de l'époque. Elle n'est ni une enfant très jeune, ni une figure médiatique, ni associée à un scandale. Quand son corps sera retrouvé 6 semaines plus tard, ce décalage entre ce qu'elle était et ce qu'on dira d'elle s'accentue encore. À partir de ce moment-là, Janet cesse d'être décrite comme une adolescente avec une vie, un entourage, un contexte. Elle devient un élément d'un décor, celui de Houdaï Poiri. Sa personnalité disparaît du discours officiel. Elle est réduite à une simple hypothèse, celle d'un accident. Or, comprendre qui était Janet est essentiel pour comprendre pourquoi cette hypothèse pose problème. Une adolescente sans antécédents, sans comportement à risque, retrouvée dans un lieu isolé difficile d'accès plusieurs semaines après sa disparition, dans un état empêchant toute conclusion claire, ce n'est pas un scénario neutre, ce n'est pas un scénario banal, et ce n'est certainement pas un scénario qui devrait être classé rapidement. Si l'on accepte trop vite l'idée de l'accident, on efface tout le reste. On efface la question de la rencontre, on efface la question du trajet, on efface la question de la responsabilité, et surtout on efface Janet elle-même. Ce chapitre n'est pas là pour susciter l'émotion facile, il est là pour rappeler une chose simple. Janet de Palma n'est pas une anomalie. Et c'est précisément pour cela que ce qui lui est arrivé mérite d'être examiné avec rigueur, pas refermé avec soulagement. Le 7 août 1972, Janet est vue pour la dernière fois alors qu'elle pratique l'autostop. Les témoignages sont vagues, fragmentaires.
typique de ce mode de déplacement. Personne ne peut affirmer avec certitude qui l'a prise en charge, ni jusqu'où. Puis plus rien. 6 semaines de silence. Le délai est crucial. 6 semaines, c'est long. Trop long pour une simple errance. Trop long pour que le corps se retrouve intactement dans un lieu aussi précis, sans intervention extérieure. Lorsque le corps est découvert à Udaigwari, plusieurs éléments posent problème. Le terrain est escarpé. L'accès n'est pas évident. Il ne s'agit pas d'un chemin de randonnée fréquenté, mais d'une zone que l'on atteint volontairement. L'idée d'une chute accidentelle suppose que Janet se soit retrouvée là par hasard, seule, sans raison claire, et qu'elle ait chuté sans que personne ne la voie ni ne l'entende. Le corps est retrouvé dans un état de décomposition avancé, ce qui empêche de déterminer la cause exacte de la mort. Mais certains détails sont révélés, puis étrangement peu exploités. La position du corps, l'environnement immédiat, la présence de pierres disposées autour. Aucune reconstitution complète n'est menée. Aucun test sérieux n'est effectué pour déterminer si une chute, depuis les hauteurs, aurait pu produire la scène observée. Le terrain n'est pas sécurisé comme une scène de crime potentielle. On agit comme si la conclusion était déjà acquise. C'est ici que la notion de responsabilité devient concrète. Responsabilité policière d'abord. L'enquête est minimale. Les délais sont acceptés sans remise en question. L'absence de témoins est traitée comme une fatalité, pas comme un problème à résoudre. Le lieu, pourtant déjà connu pour des activités marginales, n'est même pas investigué comme tel. La responsabilité institutionnelle ensuite. Classer l'affaire comme un accident permet d'éviter beaucoup de choses. Une enquête longue et coûteuse, une exposition médiatique négative, une association entre la ville et des pratiques occultes. Plusieurs portes se retrouvent ainsi fermées. Derrière ces portes, il y a la possibilité d'un homicide, la possibilité d'un groupe impliqué, la possibilité d'une négligence antérieure. Les ouvrir, ça aurait été accepter une part de responsabilité collective, mais elles sont restées fermées. La responsabilité sociale, enfin. Les années 70 sont marquées par une véritable panique morale autour du satanisme. Les autorités savent qu'un simple soupçon peut déclencher des réactions incontrôlables. Mieux vaut un accident discret qu'un crime potentiellement lié à des pratiques rituelles. Hypothèse 1, l'accident. C'est la version officielle. Problème, elle repose sur l'absence de preuves, pas sur leur présence. Elle n'explique ni le lieu, ni le délai, ni le contexte. Hypothèse 2, le prédateur opportuniste. Janet fait l'autostop. Elle est vulnérable. Un individu isolé aurait pu l'enlever, l'agresser puis se débarrasser du corps. Cette hypothèse est plausible, mais elle n'explique pas pourquoi le corps se retrouve précisément à Udaigwari, un lieu déjà associé à d'autres activités. Hypothèse 3, un groupe organisé possiblement rituel. C'est la version la plus controversée, et c'est celle qui a été la plus vite rejetée. Pourtant, elle mérite d'être examinée sans fantasme. Il existait dans les années 70 des groupes marginaux utilisant une symbolique satanique ou pseudo-occultiste. La plupart étaient inoffensifs, mais certains non. Les cercles de pierre, les rassemblements nocturnes, l'isolement du lieu et le traitement rapide de l'affaire posent une question dérangeante. Et si ce crime avait impliqué plus d'une personne? Cela ne signifie pas sacrifice rituel spectaculaire. Cela peut aussi signifier violence collective, acte symbolique ou un crime couvert par le silence du groupe. Ce qui est certain, c'est que cette hypothèse n'a jamais été explorée sérieusement. Non parce qu'elle était impossible, mais parce qu'elle était trop embarrassante. Le paranormal autour de Udaigwari n'est pas une cause, c'est un résidu. Un lieu où le crime n'a pas été reconnu devient un lieu chargé, pas mystiquement, socialement, psychologiquement. La mémoire collective transforme le silence en récit, le malaise en légende. Et plus on refuse de clarifier, plus ces récits persistent. Ce n'est pas Jeannette qui hante le lieu, c'est ce qu'on n'a pas voulu dire.
Janet de Palma n'est pas un mystère parce qu'elle est paranormale. Elle est un mystère parce qu'elle est inconfortable. Elle oblige à regarder une enquête bâclée, des choix institutionnels et une peur collective du scandale. Et tant que ces éléments resteront dans l'ombre, l'affaire continuera d'exister, pas comme une légende, mais comme une question ouverte. Une question que personne à l'époque n'a voulu affronter pleinement. Et parfois, ce refus laisse plus de traces que le crime lui-même.